voudrais maintenant accueillir le général Christian Piquemal. Vous savez donc qui je suis, Christian Piquemal, président du Cercle des Citoyens Patriotes, organisation qui est une association déclarée depuis octobre 2015 et qui réunit sur à peu près 60 à 70 départements un certain nombre donc de citoyens patriotes. Dans cette journée, vous l'avez vu, de nombreux thèmes ont été abordés. Et ils ont bien sûr contribué à éclairer un peu le défi désislamisé de l'Europe. Dans mon intervention, je compte traiter un aspect particulier, non abordé jusque-là, qui est celui de la loyauté et du devoir d'engagement des instances dirigeantes essentiellement de notre pays dans le processus de désislamisation. Nous verrons que cette attitude d'aveuglement des élites conduit toujours à innocenter l'islam. Nous constaterons aussi que les élites courtisent l'islam et qu'entre ceux qui militent pour l'application de la charia et ceux qui prônent l'application stricte de la laïcité, l'égalité n'existe pas. Nous mettrons ensuite en relief le fait que les propagateurs de charia visent à la destruction du lien de loyauté qui unit les Français à leur pays et à leur nation. Et aussi à tenter de créer des félons uniquement loyaux à l'Oumma, vous le savez, qui est la nation islamique. Parler des musulmans en tant que groupe humain, c'est entrer dans la logique de la charia, qui, doctrinairement, définit chaque musulman comme membre de l'Oumma, nous venons de le voir. Cette dernière, l'Oumma, se trouve structurellement en guerre avec tout autre groupe humain tant qu'il ne se soumet pas à l'ordre islamique. Le devoir de s'engager contre ce processus mortifère en marche est donc un devoir patriotique majeur. Les tenants du pouvoir, quels qu'ils soient, doivent la vérité aux citoyens. Cette vérité doit être la clé de voûte et le meilleur rempart face aux dangers de diffusion et de pénétration de la charia. Émile Zola disait « Une société n'est forte que lorsqu'elle met la vérité sous la grande lumière du soleil. » Comme bien il avait raison. Comment y parvenir quand l'ancien Premier ministre de la France déclarait à l'occasion d'une réunion des instances de dialogue avec l'islam: c'est un grand défi des années qui viennent, démontrer que l'islam est totalement compatible avec la démocratie, la République, avec l'égalité des hommes et des femmes. Comment y parvenir encore quand Monseigneur Michel Dubost, évêque d'Évry, ancien évêque des armées, prononce ce propos? Sur le principe, je préfère que les églises deviennent des mosquées plutôt que des restaurants. Par ces mots, on constate, hélas, que l'épiscopat catholique, dans sa presque totalité, a choisi la soumission à la charia. Le pape lui-même, en plusieurs occasions, a opté pour la dépendance et la sujétion à la charia. Il est clair
que globalement, le christianisme s'est couché devant l'islam. L'Église porte donc une responsabilité énorme. Elle a failli céder, reculer, courtiser l'islam et s'est soumise à la charia. S'agissant de l'armée, monde que je connais bien, le constat est semblable à celui de l'Église. Soumission et omerta. Nous pouvons reprendre mot pour mot les commentaires d'un militaire interviewé. Les états-majors ne veulent pas voir. Ils ferment les yeux. C'est plus facile pour eux de faire comme si tout allait bien, alors qu'à l'intérieur, tout va extrêmement mal. Les directives des hauts états-majors montrent que le traitement différent accordé aux militaires de confession musulmane. Les statistiques montrent en effet qu'il y a beaucoup plus de cas de rébellion, de désertion et d'insubordination constatés chez les militaires musulmans. Il en est, hélas, aussi dans le domaine des instances dirigeantes au niveau local et national. En effet, les concessions, nous allons le voir, à la charia sont nombreuses. Les concessions en France, au niveau local, au niveau régional, départemental et communal, montrent que partout, le recul des élites est patent. Ces concessions sont une forme de trahison et de partialité de leur part. En effet, elles sont très nombreuses. Je cite les principales. 1. Abolition progressive de facto de l'interdiction du voile féminin dans les espaces administratifs et de services publics, y compris l'école et les lieux de travail. 2. Généralisation du port de voile dans les zones à forte majorité musulmane, avec pression sur les non-musulmanes pour en faire autant. Abolition de la mixité dans les piscines et lieux sportifs, et peu à peu dans certaines écoles primaires. Repas sans porc dans les cantines scolaires. Interdiction de l'alcool dans les réceptions officielles avec musulmans présents. Disparition progressive des commerces vendant de la charcuterie, de l'alcool, des produits non halal. On en a longuement parlé tout à l'heure. Adoption subreptice des règles de la charia dans les municipalités à majorité musulmane. Subvention des lieux de culte et associations musulmanes. Non-entretien systématique des églises et des chapelles, démolies ou peu à peu, ce sera probable, converties en mosquées. Changement de nom de communes aux consonances trop chrétiennes. Ouverture d'écoles coraniques. Au niveau national, les concessions sont encore plus importantes. Qu'on en juge. Suppression de jours fériés de fêtes calendaires chrétiennes au profit de fêtes musulmanes. Salle de prière musulmane obligatoire dans les grandes entreprises, les multinationales et aussi les PME. Abolition généralisée de l'interdiction du port de voile en tout lieu. Modification des programmes et manuels scolaires de manière à supprimer, en sciences et en histoire en particulier, tout ce qui est anti-charia. Durcissement des lois contre l'islamophobie et impossibilité progressive de toute critique des dogmes musulmans. Enseignement privilégié de l'arabe dans l'éducation nationale. Remise en cause aussi des mariages homo et de la parité sexuelle. Et pour couronner le tout, modification de la politique étrangère de la France islamisée, qui s'ouvrira en outre de plus en plus, vous le savez, à une immigration massive de provenance musulmane. On le voit, la société dans toutes ses composantes, politique, éducation, sécurité, armée, économie, religion, est atteinte de cécité. Tout le monde fait l'autruche. Et quand quelqu'un, par hasard, ose dire la vérité, il est méprisé, condamné
cloués au pilori. Que peut-on dire à partir de ce constat et des considérations précédentes? Pour un État, nous le savons tous, seule importe la qualité de citoyen et en conséquence sa loyauté à la nation et son adhésion sincère au système sociétal, légal et culturel qu'il est normal d'exiger de chaque citoyen. Il est évident que dans cette perspective, il y a conflit de loyauté entre celle due à l'Oumma et celle due à la France ou à une autre nation européenne. Manifestement, les constats précédents témoignent de leur incompatibilité très forte. Or, dans un état de droit, laïque de surcroît, l'application des lois qui régissent l'État est impérative. La loi est souveraine et unique et doit s'appliquer à tous. Elle ne peut pas être en concurrence avec d'autres lois, notamment la charia. Pour parvenir à ce résultat, il y a une condition cependant. La France doit retrouver l'usage de la parole libre et en faire une arme. Si le terrorisme se combat dans la discrétion et la patience, par le renseignement et l'infiltration, l'islamisme se combat par la parole forte et la vérité totale. Mais on le constate, hélas, la France, depuis des décennies, a beaucoup reculé et est prête à tout céder. Aujourd'hui, et quel que soit le prochain président, la propagation de la charia constitue la menace qui pèse le plus tant sur notre pays que sur les pays européens. Ce que nous allons faire ou pas dans les quelques mois qui viennent sera déterminant pour la France et l'Europe. La vérité, on l'a vu, est le meilleur rempart face à l'islamisme. L'État ne peut en aucun cas être partial vis-à-vis de la propagation de la charia. Il ne peut trahir le peuple. N'oublions jamais les mots justes d'Émile Zola. Quand on enferme la vérité sous terre, elle s'y amasse. Elle y prend une force telle d'explosion que le jour où elle éclate, elle fait tout sauter avec elle. Et enfin, ceux de Georges Clemenceau, homme illustre. Il reste, vous le savez tous dans l'histoire, le tigre, tombeur de ministère, pourfendeur du régime. Mais c'était avant tout un grand républicain patriote qui aujourd'hui serait bien utile à la France. Gardons à l'esprit cette superbe citation à méditer plus que jamais. Gloire au pays où l'on parle, honte au pays où l'on se tait. Ce sera ma conclusion. Vous le savez, la France vit une immense tragédie. À moins d'un sursaut de citoyens patriotes, elle risque d'en mourir. Alors partout, comme Zola et Clemenceau, clamons la vérité avec force afin de la sauver.